bonjour. Bonjour. Isaac, vous êtes aussi chercheur en extrémisme violent. Yes, et à côté ici, docteur Yaminge Betimbaye. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes analyste politique et directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et en sciences humaines. C'est exact? Oui, c'est exact, le crash. Merci à vous, chers invités, et bienvenue à tous. Alors, sans plus tarder, nous allons directement commencer avec vous, docteur. Comment analysez-vous maintenant la situation au Niger avec les sanctions de la CEDEAO? Alors, le Niger se retrouve dans une situation qui est finalement bouclée. Je pense que le coup d'État est confirmé. C'est plutôt des nouvelles autorités qui prennent le pays en main. Le général Tiani va diriger le pays, quoi qu'on dise. Et à côté, il y a cette avalanche de réactions qui, pour la plupart, sont des réactions de principe. Par exemple, l'Union africaine, l'Union européenne, les nations condamnées une succession anticonstitutionnelle à la tête d'un État souverain. Il y a à côté la situation de la CEDEAO qui est lue de diverses façons par des acteurs, par des observateurs, mais par les populations aussi. Et c'est surtout sur cela qu'on s'attarde le plus. Il y a eu des condamnations économiques qui restent aussi des condamnations de principe. Et lorsque un ordre démocratique est remis en cause, parce que c'est le peuple qui est allé aux urnes, qui a désigné de façon démocratique Bazoum, donc si des acteurs au niveau national, comme des militaires par exemple, venaient à récupérer le pouvoir, c'est normal qu'on essaye de mettre une certaine pression sur ces acteurs pour revenir à l'ordre constitutionnel. Maintenant, comme j'ai lu le président Issoufou l'a écrit, ce sont des sanctions économiques qui pèsent sur la population. C'est pour ça aussi que parfois, c'est difficile de faire un jaugeage entre le respect des principes de la démocratie, mais aussi faire en sorte que la population ne prenne pas trop le contre-coup de la situation. Sur les décisions de la CEDEAO, c'est surtout cette idée d'une intervention militaire qui fait polémique, parce que il n'y a jamais eu d'intervention militaire de la CEDEAO ou de toute autre organisation sous-régionale pour rétablir dans son fauteuil présidentiel un président qui a été déposé. Et c'est sur cela qu'il y a beaucoup de discussions en ce moment. De mon point de vue, ramener le président sur son fauteuil, rétablir l'ordre constitutionnel, c'est la meilleure chose qui puisse exister. Maintenant, le faire d'une façon qui va porter préjudice peut-être à la sécurité des individus, à la sécurité des biens, il va falloir raison garder là-dessus. Alors, docteur, vous avez mentionné quelque chose, que la population elle-même est allée aux urnes pour élire le président. Mais si on constate bien maintenant, on a l'impression que la population est derrière les putschistes. Qu'en pensez-vous? Avec la sanction que la CEDEAO a pris, vous avez aussi dit que ça pèse sur la population qui elle-même déjà soutient le putschiste. Vous savez, lorsqu'on voit des images à la télé, ce n'est pas suffisant pour dire que c'est la population. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs parallèles qui interviennent dans nos États, malheureusement. Et comme on l'a tous vu, dès que les militaires ont pris le pouvoir, il y a d'abord eu des manifestations de soutien à Bazoum, le 26. Et ensuite, le 27, il y a eu des manifestations anti-française. Donc l'ambassade de France, les intérêts physiques de la France ont été menacés à Niamey. Et puis dans le sillage des manifestations du deuxième jour, on a vu des drapeaux russes, ainsi de suite. Je pense que ce n'est pas tombé par hasard. Je crois aussi que chacun joue sa carte et il y a eu des acteurs qui ont mobilisé une partie peut-être de la population à des fins que eux seuls savent. C'est difficile de dire que la population soutient les putschistes. Vous savez, la population chez nous, l'opinion nationale dans nos pays reste très fragile, très fragmentée. Et les images que les médias renvoient n'illustrent pas forcément
un positionnement de la population. Merci docteur. Alors Isaac, votre analyse à vous aussi, quand bien même que je vais d'abord vous signifier que le docteur avait dit qu'il n'y a jamais eu des interventions militaires de la CEDEAO dans un pays juste pour rétablir l'ordre constitutionnel. Sur ce cas, on va en venir après, mais maintenant, d'abord votre analyse. D'abord, vous ne devez pas être surpris de ma position. S'il faut se positionner comme un intellectuel, on va dire que ce n'est pas normal ce qui s'est passé parce qu'on ne devrait pas prendre le pouvoir par les armes. En principe, je devrais condamner, puisque le prof vient de le dire comme ça, que c'est le principe. Mais la réalité, elle est tout autre, malheureusement. Et moi, je déplore plutôt, en tant qu'Africain, jeune Africain, de ce qui nous arrive. Et toutes les fois que nous parlons de nous, c'est en négatif. C'est pas un malheur pour nous, mais on peut imaginer que c'est peut-être des révolutions qui peuvent changer de donne, ou peut-être c'est encore le jeu de ceux qui veulent nous gouverner éternellement, ceux qui veulent se maintenir, ou ceux qui veulent aussi manger, sans toutefois tenir compte des intérêts de la population. De l'autre côté, je salue la manière la plus rapide, l'agissement aussi épidermique de la société qui semble être enfin unie. On dirait que CEDEAO s'est réveillé. C'est allé très vite, ils se sont rassemblés et autres, tout ça. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu et entendu quand cette même population du Niger se faisait massacrer par les terroristes et autres? On n'a pas vu de telles mobilisations. Je dis, mais enfin, de qui se moque-t-on? De cette population meurtrie, où aujourd'hui, nous savons que l'origine de ce coup d'État, c'est cette insécurité-là qui pousse aussi aujourd'hui ceux qui manifestent dans la rue, c'est ceux qui en ont marre de voir la population et leur mourir par des barbares qui arrachent des vies. Alors que la CEDEAO devrait peut-être aussi se mobiliser de la même manière quand ces Nigériens souffraient. Actuellement, je ne vois pas la souffrance. C'est sauf que c'est le pouvoir qui est dans la main de ceux qui se sont autoproclamés au nom de la population ou au nom de je ne sais pas quoi. Mais aucune vie des Nigériens, je ne sais pas, je n'ai pas appris que les Nigériens sont morts parce que le pouvoir est pris par les putschistes. Je ne pense pas. Mais pourquoi quand il y avait des Nigériens qui mouraient par milliers, il n'y a pas eu ce genre de réaction? C'est simplement ces deux poids, deux mesures que je voudrais toucher. De l'autre côté aussi, il faut savoir que moi, quand j'ai entendu sanctions et que je vois que c'est beaucoup plus les intérêts de la population qui sont aussi embarqués dans ces sanctions, je me dis, mais ça ne vaut pas la peine. Et quelle est cette agitation de la France aussi, avec les décollages ou de quoi, la mise à disposition des avions et autres, tout ça. On dirait qu'ils sont préparés à faire un peu de la publicité ou créer une panique ou quoi. Je ne vois pas, je n'ai pas entendu que les Français qui ne sont même pas concernés par la politique française ou autres sont menacés. Je n'ai pas entendu ça. Mais quelle est cette alarme qu'on est en train de donner? Je m'étonne simplement de cet spectacle qu'on est en train de nous faire miroiter à partir du Niger. Et de l'autre côté, moi je sais que le putschiste, quand ça vient comme ça, il y a assez de... C'est le pouvoir qui est touché, certainement beaucoup des intérêts sont touchés. Mais pour le moment, je ne vois pas l'alarme. L'alarme, c'est peut-être la démocratie. Au nom de la démocratie, on va dire, ah, la démocratie est tombée. Ça devrait faire paniquer, mais on devrait... comment je veux dire, se préparer à donner la chance à ce que la démocratie soit rétablie. Ça, c'est ce qui est urgent. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y a vraiment le feu à la maison. Le feu n'est pas à la maison. Les Français ne sont pas en train d'être massacrés par les Nigériens et les Nigériens eux-mêmes ne sont pas en train d'être massacrés par des putschistes. Je ne sais pas qu'est-ce qui fait problème. Alors qu'autrefois, on nous disait qu'il y a eu tel nombre de morts, tel nombre d'attentats, tel nombre de ceci. Et pourquoi l'humanité ne s'était pas agitée comme cela? C'est ça mon interrogation. Merci Isaac. Radio Internationale. Kourabari.
Vous êtes à l'écoute de l'émission Kourabari qui parle cette semaine des sanctions et pressions des communautés internationales contre le Niger avec les putschistes en tête. Vous vous rappelez que le 26 juillet passé, le président Mohamedou Bazoum a été renversé par les putschistes qui gèrent depuis lors le pays. Pour discuter de ces sujets, nous avons Dr Yamingue Betimbaï qui est analyste politique et il est aussi directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH. Et Dimanche Isaac Kassalagna, il est journaliste et chercheur en extrémisme violent. Notre question principale était que les sanctions et pressions des communautés internationales peuvent-elles ramener Bazoum à la tête du pays? Alors, docteur, on va revenir vers vous. Avec ces sanctions de la CEDEAO, on a vu la réaction, je peux dire les réactions de certains pays directement du Mali, Burkina Faso et aussi la Guinée qui soutiennent à 100% ces militaires, les nouvelles autorités du Niger. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Oui, ce n'est que légitime. C'est qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose qu'à ce positionnement de ces trois pays qui sont trois pays dirigés par des ex-putschistes, donc des pays dont les dirigeants sont issus des coups d'État. Et ce sont trois pays, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso, trois pays qui sont aujourd'hui au banc de la CEDEAO. Donc ce sont des pays dont les dirigeants fourbissent en fait une certaine haine, une certaine colère contre la CEDEAO. Et ils ont peut-être trouvé en cette situation nigérienne une possibilité de faire coalition en termes de nombre de pays, mais aussi en termes de nombre d'habitants contre la CEDEAO. Ce qui est assez spectaculaire, anecdotique dans cette situation, c'est que j'ai relu un peu la nouvelle constitution du Mali. Et l'article 187 de cette constitution dit ceci: tout coup d'État ou putsch est un crime imprescriptible contre le peuple malien. Donc ça, c'est l'article 87 de la Constitution que M. Goïta a fait voter. Alors si dans le cadre du Mali, tout coup d'État, constitutionnellement, est un crime imprescriptible contre le peuple, on comprend que la posture malienne vis-à-vis de la situation nigérienne est anormale, est illogique. Voilà. Et donc, vous voyez bien que... Mais docteur, ils ont exprimé aussi leur colère, comme vous l'avez dit, contre la CEDEAO, parce qu'ils ont dit qu'il y a déjà la Tunisie qui est en train de faire tuer les Africains noirs de chez lui, chez elle, qui les laisse même dans des déserts mourir de faim et de soif, ou même se faire piquer par des serpents. Mais la CEDEAO n'a rien dit. Et aussi, ça fait plus d'une décennie que le Sahel et le bassin du lac Tchad souffrent de terrorisme. La CEDEAO n'a rien dit. Alors maintenant, pour Bazoum, alors n'a rien fait, oui. Mais pour Bazoum, il faut mobiliser toutes ses forces, y compris même l'option militaire pour le rétablir. Vous savez, ça, c'est des arguments qui sont très récurrents dans la bouche des populistes. On ne peut pas dire que la CEDEAO n'a rien fait face à la situation en Tunisie. La CEDEAO et des pays membres de la CEDEAO ont un agenda en matière de gestion de la migration. On ne peut pas dire que la CEDEAO, je ne suis pas avocat de la CEDEAO, que la CEDEAO n'a rien fait face à la lutte contre le terrorisme. Je pense que ça aussi, c'est peut-être injuste. Peut-être qu'on peut considérer que les efforts de l'organisation sous-régionale restent faibles dans la lutte contre le terrorisme, dans la gestion de la migration, ainsi de suite. Mais ce sont des arguments qui passent très facilement au niveau de la base. Donc, les populistes, ils ont ce réflexe d'aller convoquer ce genre d'arguments. Mais aujourd'hui, il y a un cas qui est un cas spécifique, un cas de succession anticonstitutionnelle à la tête d'un État membre de la CEDEAO. Et c'est à ce titre que la CEDEAO s'est réunie et a pris des décisions.
Donc, je ne suis pas d'accord qu'on aille chercher tous les arguments possibles et qu'on tente de noyer le poisson comme surtout le Mali et le Burkina Faso le font, parce que la Guinée reste très mesurée aussi par rapport aux deux autres pays dans ce soutien aux putschistes nigériens. Merci. Alors, M. Isaac, je vais un peu changer la question pour vous. C'est que la CEDEAO, oui, bien sûr. Il a aussi dit des choses que je ne suis pas aussi d'accord avec lui. J'aimerais bien rebondir. D'accord. Alors, très rapidement, pour qu'on... D'abord, premièrement, par rapport aux arguments, je pense que c'est des arguments qui tiennent. Moi, si je vois l'ampleur du phénomène de prise d'otages, des attaques armées par les terroristes, je pense que c'était là l'urgence. C'est plus urgent qu'aller rétablir un Bazoum qui lui-même a fait l'apologie du terrorisme. Comment un président peut dire que ces militaires ne sont pas à la hauteur des terroristes et que les terroristes sont bien formés par rapport à ces militaires? Fort et plus aguerris. Et plus aguerris, mais quand même, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on dit apologie des terroristes? C'est quand vous pensez qu'ils sont plus aguerri, comme il l'a dit, c'est de l'apologie du terrorisme. Et en quoi lui-même, il sait très bien que comme les militaires ne sont pas prêts à combattre, ou ces militaires ne peuvent pas tenir devant les terroristes, en quoi c'est urgent d'aller les rétablir? On va les rétablir pour faire quoi? Est-ce que cette réaction, Isaac, il y a certains experts qui disent que c'était juste des arguments pour quémander, ou même justifier la présence militaire française chez lui parce qu'il a été trop critiqué à cause de cela? Non, mais ça ne vaut pas la peine. Quand on sait très bien qu'on a une armée qui n'est pas aguerrie, quand on pense que les terroristes sont plus aguerris que vos militaires, moi je pense que vous avez perdu le pouvoir. Ça, c'est déjà une déclaration qui ne tient pas, parce qu'il va servir à quoi, ces Bazoum, dès lors qu'il sait qu'il n'a pas une armée bien préparée et que son armée ne peut pas défendre la population. Moi, je pense que ça ne passe pas dans ma tête. Il n'est pas urgent que Bazoum revienne au pouvoir. Mais il est urgent de rétablir l'ordre constitutionnel. Ça, je suis d'accord. Mais quelqu'un qui pense qu'il n'a pas une armée qui l'accompagne, et cette armée, vous pensez que ce n'est pas une fierté qui est touchée quelque part, ces généraux? Donc, vous pensez que ça peut aussi... non, ce n'est pas urgent. En tout cas, rétablir Bazoum n'est pas... aussi de sa chute. Pour moi, personnellement, alors, rétablir docteur... Bazoum n'est pas urgent. Ce qui est urgent, c'est rétablir la démocratie. D'accord, alors docteur... Non, je suis totalement opposé à cet élément d'appréciation de mon collègue. Aujourd'hui, ce que Bazoum a dit n'est pas faux. Et malheureusement aussi, on n'a pas le courage politique qu'ont certains responsables politiques comme Bazoum. En Afrique de l'Ouest et dans la zone des trois frontières, le Mali, le Burkina, le Niger, on a affaire à 3 États qui ont des armées très faibles. Vous avez... Est-ce que plus faible que les terroristes? Par rapport aux terroristes, s'il vous plaît. Parfois, je suis tenté de dire plus faible que les terroristes. Quand je prends l'armée malienne, elle est largement plus faible que les terroristes. Parce que, souvenez-vous, le terrorisme dans le Sahel est alimenté par le retour des acteurs terroristes qui étaient en Afghanistan, qui étaient au Pakistan, qui étaient en Syrie, qui sont revenus. Et on fait face aux grandes puissances. Effectivement. Et il y a eu des instructeurs qui sont arrivés, qui ont alimenté. Il y a eu l'entrée de l'État islamique. Il y a eu des armes qui sont arrivées à travers la Libye post-Kadhafi. Qui n'a pas été capable d'avoir une armée forte si ce n'est pas Bazoum ou sa suite? Je vous assure que c'est prédécesseur. Alors, je termine sur cet argument de la lutte contre le terrorisme pour vous dire que si vous regardez l'armée malienne, si vous regardez l'armée du Burkina, si vous regardez l'armée nigérienne qui est légèrement plus forte que l'armée malienne en réalité, ces armées ne sont pas suffisamment fortes. Et même des armées nationales individualisées ont de la peine à faire face aux terroristes. C'est pour ça qu'il y a eu cette initiative de mutualisation des efforts. Donc, quand on a affaire à des dirigeants de nos États qui ont la force de dire la vérité, je pense que parfois, il faut leur accorder un certain crédit. L'argument sécuritaire est revenu dans le discours de Tiani. Le même argument sécuritaire a été utilisé par Goïta pour ces 2 coups d'État. Le même argument sécuritaire a été utilisé par Ibrahim Traoré pour faire le coup d'État contre
contre Damiba au Burkina Faso. Mais lui qui avait aussi utilisé le même argument contre Alpha Condé. Effectivement, contre Roch Kaboré Damiba. Kaboré, pardon, oui. Cet argument sécuritaire ne tient pas debout. Quand on s'arrête sur le cas du Niger, souvenez-vous que la situation en matière d'insécurité était beaucoup plus alarmante sous Issoufou, au cours du premier mandat de Issoufou, qu'aujourd'hui. Monsieur Tiani était chef de la garde présidentielle déjà à cette époque. Il est chef de la garde présidentielle depuis 2011. Donc, présidentielle et pas de l'armée. Malheureusement. Donc, c'est curieux que ces responsables militaires arrivent aujourd'hui, alors que la situation semble s'améliorer, pour l'utiliser comme un argument d'un coup d'État. Je pense que ça, c'est totalement à côté de la plaque. Peut-être qu'il y a d'autres arguments, peut-être aussi. Et vous avez vu qu'il y a eu cette discordance entre Tiani lui-même, l'ancien chef d'état-major, et le nouveau chef d'état-major. Parce que la lecture de la situation sécuritaire au Niger, telle que ça a été restitué dans l'allocution à la nation de Tiani, ça ne reflète pas la réalité. Peut-être qu'il y a d'autres arguments, peut-être qu'il y a d'autres forces, mais s'arrêter sur l'argument de l'insécurité, je crois que ça ne tient pas. Donc, merci docteur. Alors on va faire une pause. Juste un mot par rapport à l'argument. L'argument ne vient pas simplement parce qu'il est pour décrire la situation sécuritaire. Mais le propos du président a été insultant à l'égard de l'armée nationale. Moi, ça, je l'ai dit et je le répète, c'est pas parce qu'on veut commander ou justifier la présence d'une force étrangère qu'on va dire que l'armée nationale n'est pas capable. Ça, quand même, pas aguerri. Qu'il y a des ennemis qui sont mieux équipés, mieux aguerris, quand même. et s'il a toutes ces informations, il devrait prendre les mesures nécessaires. C'est là où je me pose simplement par rapport à son argument. Et que c'est depuis le départ de Barkhane que ça s'est détérioré, disait-il. Naturellement. Et nous sommes, et je pense aussi que nous devons avoir le courage de constater que la posture diplomatique d'un pays comme le Mali a constitué plutôt à affaiblir la lutte contre le terrorisme dans la sous-région. Ça constitue à affaiblir et l'armée malienne et les autres armées nationales tout autour, malheureusement. D'accord, docteur. Radio Kourabari. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Kourabari qui discute aujourd'hui de la situation du Niger avec les sanctions et les pressions des communautés internationales, en l'occurrence de la CEDEAO et aussi des tensions avec la France. Pour discuter de cela, nous avons Dr Yaminge Betimbaye qui est analyste politique et directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH, et le journaliste Dimash Issa Kazalagna, il est aussi chercheur en extrémisme violent. La question était que si ces sanctions peuvent-elles être suffisantes pour ramener Bazoum à la tête du pays comme renversé par les putschistes. Alors Isaac, il y a une question. Le président du Libéria qui avait dit quelque chose concernant la CEDEAO, tant que la CEDEAO ne condamne pas les coups d'État constitutionnels, les coups d'État militaires ne cesseront jamais. Qu'est-ce que vous en dites? Non, mais c'est clair et c'est simple. Le problème, c'est cette légèreté avec laquelle nos organisations au niveau sous-régional et au niveau, je ne sais pas, même international, c'est du fait de faire les 2 poids, 2 mesures. Le problème, c'est textuellement cela. Vous voyez, c'est notre président qui est médiateur dans cette affaire. Est-ce que vous trouvez que c'est vraiment normal qu'on puisse agir de la sorte? Moi, je pense que si vous voulez rétablir la démocratie, on devait chercher un ancien président comme, je ne sais pas, quelqu'un qui a respecté normalement les étapes pour être au pouvoir, pour être médiateur. Qu'est-ce que notre président peut vraiment dire comme... je ne sais pas, de qui se moque-t-on? Vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui accède au pouvoir de façon... et je ne sais pas, lamentable sur le plan démocratique, et vous voulez qu'il soit le médiateur.
Est-ce que vous comprenez cela? Et non seulement ça, il y a eu combien de situations dans la sous-région, à Côte d'Ivoire plus précisément, et même à côté, au Sénégal, actuellement. Il y a des choses qui se passent, mais où les gens n'ont pas de voix audibles. Moi, je dis, qu'est-ce qui se passe au Niger? Qu'est-ce qui est urgent que de voir des personnes mourir et surtout que des personnes souffrir parce qu'ils n'ont pas de quoi... En tout cas, nous les Africains, on est comme peut-être le terrain d'essai de chaque situation. À toutes les fois qu'il y a des situations, on essaye de l'adapter et nous ramener ça. Je sais qu'il y a des guerres entre des grandes puissances comme Russie et l'Occident. Je sais que ça se passe. Mais qu'on ne nous ramène pas, qu'on ne nous déplace pas ces débats-là ici, et surtout qu'on ne soit pas transformé en théâtre de guerre de ces puissances-là. Actuellement, c'est simplement ça le discours. D'accord, merci. Le problème, c'est qu'on pense que quand il y a coup d'État, derrière se cache Wagner. Et donc, c'est le positionnement de la Russie. Toutes les situations actuellement concourent à dire que les gens sont en train de profiter d'une situation comme celle-là, lamentable peut-être sur le plan sécuritaire, peut-être parce que les militaires ne sont pas bien, peut-être la démocratie n'est pas suffisamment assise chez nous pour nous ramener leur combat. Nous n'allons pas faire la 3e guerre mondiale en Afrique, ça va repartir chez eux. Mais le problème, c'est que les Africains sachent que ce n'est pas l'occasion de profiter et tuer l'autre Africain. Quand j'entends qu'on va même par la force envoyer des militaires pour aller restaurer la démocratie. Mon Dieu, je dis mais on a dessiné la mort des Nigériens à cause des idéologies des gens, quoi. On a des réalités. Moi, je suis bien partant pour la démocratie. Je suis bien partant sur certaines situations humanitaires. Mais l'urgence est à quel niveau? Moi, je persiste et je demande. L'urgence est à quel niveau actuellement au Niger? Le sang, il y a bien de sang. Y a-t-il des situations qu'il faut traiter de façon urgente, même s'il faut appliquer des armes? Actuellement, on a pris des sanctions. Heureusement, moi, je suis satisfait parce qu'on a réouvert certaines frontières et surtout avec nous, le Tchad. Je suis très content parce que ces gens, ils ont au moins compris quel est le besoin actuel de la population. Nous, on n'est pas des va-t-en-guerre, certes. Mais le problème, c'est que là où ça fâche et ça blesse, l'urgence est à quel niveau? Ma question reste posée. D'accord, docteur est là, il peut nous répondre. Mais docteur, d'abord, votre avis sur, depuis le début de cette crise, là, surtout, je vais dire, la réaction de la France, mais en même temps, les soutiens et la solidarité des autres pays de l'Afrique de l'Ouest qui sont actuellement sous la commande des militaires, à l'exemple de Burkina, Mali et Guinée. Alors, je vais peut-être commencer par votre question, mais revenir sur certains points qui ont été abordés tout à l'heure. Tout à fait. La situation de la France, je la trouve plutôt légitime, malheureusement. Parce que, qu'est-ce qui s'est passé? Le dimanche 27, tout le monde a vu les images dans les médias de l'ambassade de France à Niamey qui a été prise d'assaut par des manifestants. Il y en a qui ont même tenté de mettre le feu à l'ambassade de France. Mais sa réaction était aussi bien avant, docteur. Ça a commencé, la France a réagi dès le début. Mais la France a réagi dès le début comme tous les autres pays ont réagi contre le coup d'État. La France, par exemple, le 26, j'ai écouté des autorités françaises... Non, mais pas de dire qu'il faudrait que... Quand même, il y a injonction dans le langage. Non, je pense que j'ai lu... Moi, j'ai suivi la déclaration de M. Macron, le 26, qui considérait que cette séquestration de M. Bazoum ne constituait pas une situation définitive. Après, il y a eu la lecture à la télévision des nouvelles autorités nigériennes, des communiqués. Je pense sur 3 communiqués, il y avait un communiqué qui lisait même des extraits de lettres attribuées de documents signés par M. Massaoudou, le ministre des Affaires étrangères sortant, et des responsables militaires français qui autorisant à la France de frapper. Voilà. Mais si vous avez suivi aussi, la ministre des Affaires étrangères de la France, Mme Colonna, a dénoncé, elle a dit que le ministère des Affaires étrangères, le Quai d'Orsay, a reçu ces documents, mais ne les a pas authentifiés. Donc je pense aussi que parfois, il faut une certaine respectabilité, une certaine responsabilité, une certaine décence dans les relations diplomatiques entre nos États. Mais nous sommes, je pense, avec un recul, nous devrions plutôt être tous d'accord que les intérêts et les populations françaises, du moins les ressortissants français,
à Niamey, peut-être pas dans l'ensemble du Niger, mais à Niamey, au vu des données qui sont collectées, ils étaient en danger. Et c'est pour ça aussi que les autorités françaises, ça a été fait au Soudan, ça a été fait dans les autres situations de crise par tous les États responsables. Les autorités françaises, n'est pas le Soudan. Les autorités françaises avaient négocié avec les putschistes, les nouveaux dirigeants du Niger, la possibilité pour les ressortissants français qui le voudraient d'être évacués en France. Je pense que tous les États auraient pu faire la même chose. Alors, les Italiens ont fait la même chose aussi. Docteur, on tend déjà vers la fin, mais juste en quelques mots, à quoi peut-on s'attendre maintenant? Le Niger, où va-t-il? Le Niger a changé de régime, à mon avis. Des militaires ont pris le pouvoir au Niger. Et c'est quelque chose de bien dommage, parce que le Niger était dans une dynamique démocratique très intéressante. Ça a été le cas du Mali aussi, avec plusieurs élections présidentielles réussies, une alternance, une démocratie plutôt propre. Malheureusement, on revient en arrière. Parmi ce que les nouvelles autorités ont dit, il y a peut-être des arguments qu'il faudrait bien garder à l'esprit. Lorsqu'on voit des jeunes Nigériens dans la rue, je pense aussi que c'est des voix qu'il convient d'écouter. La posture de certains partenaires, comme la France, dans les pays du Sahel, dans les pays d'Afrique subsaharienne, déplaît. Il y a une sorte d'intervention paternaliste, une sorte de positionnement un peu de hauteur qui ne plaît plus. Donc cela devrait encourager l'ensemble des partenaires, y compris la France, à réajuster leur narratif, leur perspective, leur modèle de gestion diplomatique et de gestion des différentes relations avec les États dans cette partie du monde. Sinon, cela fera le lit à l'arrivée des acteurs peu orthodoxes. On a vu Wagner qui est arrivé au nom de la Russie sans être la Russie, par exemple. Mais il faudrait aussi une responsabilité des responsables africains. Il faudrait aussi que l'armée comprenne que la gestion d'un État reste quelque chose de difficile. Et lorsque l'armée, tout comme les autres acteurs au niveau national, observent qu'il y a des failles dans le système, que ces acteurs apportent plutôt leurs propositions. Je ne pense pas que si les enseignants ne sont pas contents du président, s'ils ont les moyens, ils viennent les renverser. Si les policiers ne sont pas d'accord d'un président, ils viennent les renverser. Si les journalistes... Non, ça ne créera que du désordre. Merci, docteur. Alors, Isaac, juste en quelques secondes, on tend déjà vers la fin. Oui, je suis très content que ce qui devrait se dire au début, qui m'a opposé un peu au professeur, c'est beaucoup plus ça. Il faut se dire la vérité, le problème est ailleurs. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est que les idéologies occidentales se battent en Afrique. Et malheureusement, c'est ce qui se passe actuellement. De l'autre côté, je voudrais dire qu'on n'a pas la même génération, on n'a pas la même jeunesse, on n'a pas les mêmes enfants d'hier que la France a utilisé, manipulé, pour manipuler encore à notre ère. Ça, c'est révolu. Il faudrait qu'on comprenne que la France a changé de partenaire. Moi, je l'ai dit haut et fort, il faut que la France sache cela. Et que la France doit savoir que nous sommes aussi des personnes réfléchies, et des personnes qui pensent comme eux et qui peuvent aussi devenir comme eux, peut-être pire que eux. Ça, il faut le savoir parce qu'en chaque homme, il y a une intelligence, il y a une voix qui parle. Et on dit souvent, comme chez nous, les éducateurs sociaux, quand l'homme est dos au mur, il utilise tous les moyens pour se défendre. La France nous a mis dos au mur et qu'elle sache que la jeunesse ou la génération actuelle n'est pas la même qu'elle a pu manipuler comme auparavant. Donc, pour moi, c'est que si ce qui se passe au Niger, c'est ce qui peut libérer l'Afrique, je pense que c'est un signal fort pour libérer l'Afrique du joug du colonialisme ou de l'impérialisme. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire qu'on restaure la démocratie après ces coups d'État, qu'on restaure la démocratie au Niger parce qu'il n'y a pas meilleur système que la démocratie.
Donc, en résumé, juste que si vous soutenez ce coup d'État, c'est juste parce que ça pourrait pousser ses partenaires peu crédibles de pour changer de donne. Et aussi, selon le docteur, c'est que ce coup d'État ne fait que régresser le développement d'un pays. Malheureusement. Merci alors à vous, Mais c'est le moindre mal. chers invités, d'être disponibles à l'émission Kourabari. Et merci aussi à nos chers auditeurs. Nous avons discuté cette semaine de la situation du Niger avec les sanctions de la CEDEAO, les pressions occidentales pour ramener Bazoum à la tête de ces pays. Alors, merci monsieur Dimash Isaac Kassalagna, comme je l'ai dit, il est journaliste et chercheur en extrémisme violent. Docteur Yaminge Betimbay, il est analyste politique et directeur de recherche au Centre de recherche en anthropologie et sciences humaines CRASH. Merci à vous, à la semaine prochaine avec le même plaisir sur un autre sujet. À la technique, c'est Djekornom Dieudonné.